Turquie, la porte de l'Asie, et sa capitale officieuse, Istanbul, à cheval sur cette frontière, sur ce détroit mythique, le Bosphore. Une métropole à l'image d'un pays, à la fois frontière et carrefour, entre le monde occidental et oriental, entre le passé, le présent et le futur, entre l'islam et la chrétienté. Byzance puis Constantinople, l'histoire de la ville se confond presque avec celle des hommes. Devenue Istanbul, la capitale des sultans a perdu ce statut politique en 1923 au profit d'Ankara. La ville n'en reste pas moins le cœur culturel, intellectuel, artistique et économique du pays. La mosquée bleue, ou la mosquée du sultan Ahmed, compte avec l'ex-basilique Sainte-Sophie parmi les plus impressionnantes des 3000 mosquées d'Istanbul. Dans ces 33 arrondissements, la ville conserve les vestiges de son histoire prestigieuse. Le palais de Topkapi était la résidence des sultans ottomans jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les appartements qu'ils occupaient sont fastueux, richement rehaussés d'or et de tentures. Leur harem pouvait compter jusqu'à 1000 femmes. Sans cesse agrandi, de 1642 à 1853, le palais couvre près de 700 000 mètres carrés. Ses citernes sont à l'échelle. Une enfilade de voûtes soutenue par 224 colonnes. À l'origine, Istanbul occupait la rive ouest du Bosphore. Ce détroit de 31 km de long, 60 mètres de profondeur et jusqu'à 3,5 km de large. Il a été convoité par les Arabes, les Bulgares, les Vénitiens et même les Vikings. C'est le seul point de passage vers la mer Noire et la mer de Marmara. Aujourd'hui, la ville s'étend sur les deux rives. Et il a fallu attendre 1973, après 3 ans de travaux, pour que soit inauguré le premier pont reliant les différents quartiers. Axe principal de la ville, il mesure plus d'1,5 km. Mais à Istanbul, avec plus d'1 million de véhicules, la circulation reste chaotique. Pour y remédier, chacun a ses petites astuces. Je me colle au taxi. Il trouve toujours le meilleur chemin à travers les bouchons. C'est l'unique possibilité d'avancer ici. Mais parfois, il vaut mieux prendre son mal en patience ou alors se faire une raison. Je fais ce chemin tous les jours. Ça me tape sur les nerfs. Malgré ça, je ne délaisse pas pour autant ma voiture. Un trafic incessant. Les bateaux restent l'un des moyens les plus employés pour franchir le détroit. 50 000 navires passent le Bosphore chaque année. La navigation y est devenue préoccupante, mais difficile de contrôler quoi que ce soit pour les autorités turques, car ces eaux sont internationales. Chaque matin, des centaines de milliers de banlieusards les empruntent pour se rendre à leur travail sur la rive européenne. Le soir, beaucoup d'entre eux profitent de ces quelques instants de croisière pour se détendre après une journée de travail. Le long de ces rives, les constructions antiques ou modernes se succèdent. Je prends toujours le ferry. Il n'y a pas de meilleure façon de laisser le stress derrière soi. Bien sûr, je pourrais aussi prendre le bus. Mais côté détente, ça ne serait pas ça. Je recommande à tout le monde le ferry contre le stress. Le détroit a une place toute particulière dans le cœur des habitants d'Istanbul. Promenade romantique, il héberge souvent les escapades amoureuses. Hasan Kilic est capitaine de l'un des ferrys qui traversent continuellement le Bosphore. On ne peut pas voyager plus confortablement. Dans l'autobus, tu ne peux pas te détendre correctement. Et en plus, le ferry est plus sûr. Regardez l'eau en buvant du thé, c'est tout. C'est simplement un beau voyage relaxant. L'avenir n'appartient certainement pas aux petites barques qui assurent encore la liaison. Les derniers bateliers ne sont plus tout jeunes et les traversées, bien que charmantes, sont beaucoup plus longues. À la force du poignet, ils font 30 à 40 voyages par jour.
mais peu d'entre eux échangeraient leur rame contre un moteur. Tifik a 78 ans. Je fais ça pour rester en forme. Ces mouvements sont importants pour ma santé. Avec un moteur, ça n'irait pas. C'est comme si la rame avait été créée pour moi. Le prix du trajet, à peine 30 cents. Et pourtant, la navigation n'est pas toujours des plus aisées. Deux courants inverses se superposent dans le Bosphore et le vent qui s'y engouffre provoque parfois de violentes tempêtes. Les bateaux transportant les hommes d'une rive à l'autre croisent la trajectoire des pétroliers, cargos ou autres porte-containers. Le danger est permanent. En 1979, 2 pétroliers se sont même heurtés. Pendant des nuits, la lumière du pétrole enflammé a éclairé la ville. Depuis, les navires transportant des cargaisons doivent être systématiquement accompagnés par un pilote comme Hüseyin Koluoglu. À 95%, tout se trouve entre mes mains. Je fixe le chemin à l'avance et vérifie l'application de mes instructions. Le pilote est le chef à bord. La foule qui traverse chaque jour le Bosphore est impressionnante. Elle l'est tout autant en ville, dans le quartier du Grand Bazar d'Istanbul. Une ville dans la ville où passent chaque jour près d'un demi-million de personnes. 66 ruelles, 19 portes d'accès. Des milliers de boutiques et d'ateliers auxquels s'ajoutent banques, postes, mosquées, fontaines et bien entendu cafés. Le moka reste l'une des boissons préférées des Turcs. Le bazar couvert a été construit en 1453 par le sultan Fabi Sultan Mehmed. À l'origine, c'était des écuries. Mais plus tard, on en a fait des magasins. Il y a presque 4000 magasins aujourd'hui dans le bazar. Ils emploient 25 000 personnes. Ce magasin d'or et d'argenterie est l'un des plus petits du bazar. Sa surface est d'à peine 1 mètre carré et pourtant les affaires vont bon train. Pendant des siècles, le Grand Bazar fut le plus grand marché du monde. Aujourd'hui, les centres commerciaux l'ont dépassé, mais il reste pour les Stambouliotes l'endroit où trouver les pièces d'artisanat de valeur. Les boutiques cachent de nombreux ateliers où l'on fond et l'on coule à longueur de journée toutes sortes de métals précieux, comme l'or et l'argent. Plus loin, les ouvriers affinent le travail. Ils polissent, gravent, incrustent. Les bijoux terminés, ils sont prêts à être exposés et vendus par les commerçants. La base du prix est calculée en fonction du poids du métal précieux. Ensuite, tout est une affaire de marchandage. Si les produits alimentaires ont disparu des ruelles, l'air est encore rempli d'odeurs d'épices exotiques provenant des herboristeries. Elles proposent toutes sortes de plantes curatives. Depuis 150 ans et 5 générations, ce magasin appartient à la même famille. Son propriétaire a fait des études de pharmacie et il vend principalement des huiles essentielles. Des préparations fabriquées artisanalement et dont les compositions sont des secrets jalousement gardés. Pour trouver le calme dans ce fourmillement incessant, rien de mieux que l'une des merveilles de l'Orient, le hammam. Voici les bains turcs les plus vieux et les plus beaux d'Istanbul. Ils ont été construits au début du XVIIIe siècle. À cette époque, c'était un raffinement réservé aux seules familles du sultan et à quelques autres personnes haut placées. Aujourd'hui, ils sont ouverts à tous, même si ce changement a nécessité quelques adaptations. Des cabines ont été installées sous la coupole. Dans la salle des soins, une autre verrière ne laisse filtrer la lumière du jour qu'à travers quelques ouvertures en forme d'étoile. Le lit, où l'on vient se faire masser, est une splendide table en marbre.
Les soigneurs respectent des règles et des techniques bien précises. Dans la chaleur entretenue par de la vapeur d'eau, ils agissent sur l'ensemble des muscles du corps. Le dos est travaillé de haut en bas avec l'articulation du pouce. Cette phase terminée, ils passent au nettoyage en profondeur de la peau. Ils utilisent pour cela un gant en poil de chèvre avec lequel ils frottent méthodiquement le client. Enfin, ils le lavent avec de l'eau savonneuse, avec des gestes précis pour étirer les muscles avant de le rincer à l'eau froide. Un cérémonial qui dure depuis des siècles et qui permet aux hommes d'échapper à l'agitation urbaine. Car dehors, le trafic d'Istanbul ne s'arrête jamais. Au milieu de cette circulation, difficile de rater les taxis. Il y a 50 ans, j'ai commencé comme chauffeur. À l'époque, c'était encore sur un taxi à cheval. La charrette était le principal moyen de transport. Mais en revenant du service militaire, mon frère et moi, nous nous sommes payés cette voiture. Ça fait maintenant 40 ans que je la conduis. Mais elle a déjà 53 ans. Les 10 premières années, je l'ai utilisée comme taxi. Et depuis 30 ans maintenant, Dolmuş. Chaque jour le même trajet. Jusqu'à présent, j'ai changé 5 fois le moteur. Je fais 100 km par jour, 6 jours par semaine. Ça fait donc entre 1,5 million et 2 millions de kilomètres. 30 senede kaç kilometre attık siz onu hesap yaparsınız. Taksim'de parçacılar var. On déniche dans les garages presque toutes les pièces de rechange dont on a besoin. Et si par malheur elles ne conviennent pas, mes amis les adaptent. Je pars seulement quand les 8 places sont toutes occupées. Dolu signifie plein, et Dolmuş, plein à craquer. Dolmuş est plus simple, et c'est plus agréable, car les gens qui se déplacent avec nous sont des travailleurs, pas des frimeurs ou des mecs bourrés. Je connais 80% des gens qui roulent avec moi, car ils effectuent toujours le même trajet. Beaucoup ne connaissent pas mon nom, mais tous m'appellent Dédé, le grand-père. Je fais ça depuis environ 1954-56. Beaucoup d'endroits ne sont pas desservis par le bus. Le 157 effectue 5 arrêts. Ici, il s'arrête seulement 2 fois. En Dolmuş, c'est tout simplement plus confortable. On ne perd pas de temps. Beaucoup de quartiers ne sont desservis par aucun bus. Les Dolmuş sont les taxis collectifs qui sillonnent la ville comme la campagne. Beaucoup sont de vieilles américaines débarquées en Turquie dans les années 50. À cette époque, la plupart des villes comme Istanbul se sont modernisées et ont banni de la circulation les fiacres et autres charrettes à cheval. Les voitures ont pris le pas et certaines, comme celle-ci, ont survécu et font toujours le charme des routes du pays. Un peu plus loin, à Izmir, sur la mer Égée, les calèches sont restées en activité. Un autre moyen de transport peut être plus pittoresque, mais qui demande à son propriétaire encore plus de soins. Chaque jour avant de démarrer, Ethan prépare méticuleusement son cheval. Mon cheval a besoin de nourriture, d'eau et de soins, tout comme nous les hommes. Nous nous lavons et nous prenons soin de nous-mêmes. Eh bien, je m'occupe de mon cheval de la même façon. Les principaux clients d'Ethan sont naturellement les touristes.
Mais les habitants utilisent aussi encore les calèches à cheval, souvent pour de courtes distances. Izmir est la 3e plus grande ville de Turquie, avec 2 millions d'habitants et le second port du pays. Ancienne colonie grecque, elle tiendrait son nom de celui d'une Amazone. La guerre a fortement marqué cette ville. Elle fut entièrement détruite par un incendie lors de sa reconquête en 1922 par les troupes turques. Malgré cela, on y vit plutôt bien, tout au moins dans la vieille ville et près du port. C'est là qu'Ethan vient rendre visite tous les 3 ou 4 jours à son barbier. Une pratique qui survit en Turquie. Il est vrai que les hommes sont dans ce pays très attachés à leur pilosité et notamment à leur moustache qui reste un symbole de virilité masculine. Au passage, rien de mieux que de se rafraîchir la coupe de cheveux. Le travail est soigné. Le barbier brûle même les derniers poils récalcitrants. Propre comme un sous-neuf, Ethan peut repartir à la recherche de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, il a décidé d'essayer de gagner un peu plus facilement sa vie. Dans les arrière-cours des maisons se déroulent toujours des combats de coqs. Les paris vont bon train. Pour se remettre de ses émotions ou discuter du combat, Ethan a ses habitudes dans un café de la ville. Il raffole surtout d'une spécialité de la maison. On peut y choisir soi-même son propre mélange de tabac pour le narguilé. Les différentes feuilles de tabac sont trempées dans l'eau, puis enroulées autour de la tête du sifflet, le fourneau sur lequel elles vont se consumer avec des braises de charbon. Ici, on passe le temps avec des jeux, en sirotant du thé, en se racontant des histoires et naturellement en fumant le narguilé. Ethan passe parfois tout l'après-midi ici. Il oublie simplement le temps. Le temps. Il semble s'être complètement arrêté dans une région d'Anatolie, au centre du pays, les Cappadoces. Cette zone est l'un des foyers du renouveau de la religion majoritaire dans le pays, l'islam. Le soleil vient à peine de se lever dans le village de Koyunluk. Mais Ibrahim a déjà commencé sa journée depuis longtemps. Il est muezzin. C'est lui qui appelle à la prière du haut du minaret. Il s'occupe de l'une des 4 mosquées de Koyunluk. Les 2 dernières ont été construites dans les 5 dernières années. Mais cette effervescence religieuse ne préoccupe pas les habitants de la région. Ils préfèrent laisser débats et discussions aux citadins et suivre les préceptes d'Allah. Pour Ibrahim, la renaissance de ce sentiment religieux signifie beaucoup de travail. Il doit non seulement assurer la charge de muezzin, mais en plus diriger la prière à la mosquée. 5 fois par jour, les fidèles se prosternent en direction de la Mecque. Si la première prière se déroule très tôt le matin, la dernière résonne tard dans la nuit. Toutes sont en arabe, la langue du prophète. Ibrahim a étudié le Coran pendant 7 ans et récite les sourates dans cette langue. Au village, Ibrahim est un homme estimé.
toujours souhaité s'occuper du bien de sa communauté. Au départ, il voulait même être médecin. Finalement, au lieu de soigner les corps, il encourage les âmes. Pour les plus jeunes, il dirige également la nouvelle école coranique qui a ouvert ses portes il y a quelques années. Les écoles coraniques sont l'unique endroit où l'on enseigne en arabe dans une Turquie à la constitution laïque. La participation des enfants est soumise au bon vouloir de leurs parents. Ils y apprennent les prières quotidiennes, les ablutions rituelles et naturellement les sourates du Coran. Ces écoles sont ouvertes également aux filles, mais l'enseignement y est dispensé séparément des garçons. La benjamine d'Ibrahim, Néné, est déjà élevée dans la religion. Sheila, sa femme, porte le foulard même à la maison. Une pratique qui renaît parallèlement au développement d'un islam intégriste. D'ailleurs, dans la famille, on respecte volontiers toutes les vieilles coutumes. Ainsi, c'est la mère d'Ibrahim qui a choisi sa femme. Mes parents ont choisi ma femme pour moi. D'abord, mon père est allé Quand ils sont tombés d'accord, j'ai été présenté à sa famille et nous nous sommes mariés quelques temps plus tard. L'après-midi, Ibrahim repart en vadrouille dans les environs pour assurer les obligations nombreuses de sa charge. Au village voisin se tient un repas mortuaire. Il dirige la prière pour le défunt. Il prie pour le repos éternel de l'âme du mort. 52 jours après le décès, les membres de sa famille invitent tout le village à venir boire et manger en l'honneur du défunt. Puis le repas terminé, vient l'heure des ablutions rituelles des hommes. Ils utilisent de l'eau de rose. La cérémonie est terminée, mais pas la journée d'Ibrahim. Il est temps maintenant pour lui de se préparer aux prières du soir. Il lui reste encore quelques heures pour se consacrer à l'étude du Coran. En Cappadoce, la religion reste omniprésente. Mais loin des grandes villes, dans les villages troglodytes situés au milieu de formations géologiques curieuses, d'autres traditions perdurent aussi, comme l'artisanat d'art et notamment la poterie. Galip tient un atelier et un magasin de poterie. Il a aménagé dans une pièce un musée un peu particulier. Là, il collectionne des centaines, des milliers de mèches de cheveux. Elles appartiennent à chacune des visiteuses qui sont entrées un jour ou l'autre dans son atelier. En souvenir de leur passage, il les punaise consciencieusement sur le mur, accompagné d'une fiche précisant le nom et l'adresse de leur propriétaire. J'ai fait la connaissance de mon épouse ici même. Un jour, elle est venue au musée. En coupant ses cheveux, nous avons discuté. Et après cela, je l'ai épousée. Maître Galip est non seulement un époux affectueux, un collectionneur de cheveux et le père de 3 enfants, mais c'est surtout un homme d'affaires rusé, régnant sur un petit empire cappadocien de la poterie. Chaque jour, jusqu'à 250 coups, assiettes et plats sortent de son atelier. Une production vendue dans toute la Turquie, mais aussi en Europe, quand ce ne sont pas des acheteurs venus du monde entier qui se pressent dans la boutique. Et pour les convaincre de repartir avec l'une de ces pièces, Galip n'est pas avare de démonstrations en tout genre.
Un autre savoir-faire réputé de la Turquie est celui des souffleurs de verre. Ils travaillent dans la chaleur étouffante des fours, dont la température avoisine les 1200 degrés. İsmet Göbekli est l'un de ces artisans. Il n'a toujours que quelques secondes pour travailler le verre avant que celui-ci ne se refroidisse et se fige. Chaque geste doit être exécuté avec une parfaite maîtrise. Celle d'Ismet lui permet de réaliser jusqu'à 50 pièces par jour. Une production importante, mais où chaque réalisation a ses spécificités. Nous faisons ici des produits tout à fait uniques. J'ai conçu moi-même les motifs. Ils sortent tous complètement de l'ordinaire. Je m'efforce naturellement de ne concevoir que des motifs qui puissent être vendus. Et vendre, c'est coller à la demande ou la susciter. La gamme des produits de cet atelier est maintenant très large. Des abat-jours aux vases, en passant par les verres à pied. Tous les styles sont utilisés. Des ornements classiques de l'art ottoman au design italien contemporain. L'essentiel de la production se vend bien, et notamment à l'export. Mais İsmet et ses 40 collègues ne touchent qu'un modeste salaire. Je fais chauffer le verre dans le four. Puis je le verse dans un moule, dans celui-ci qui ressemble à un grand ballon. Je dois bien agiter le moule sans arrêt pour que le verre se dépose sur les bords et refroidisse. Cela dure 5 minutes. Je forme alors l'ouverture avec des tenailles en bois. Il y a 42 ans, j'ai commencé dans une usine. En 1991, ils ont cessé le travail fait main. Je ne voulais pas participer à cela et j'ai démissionné. Depuis, je travaille avec beaucoup d'anciens collègues dans une petite entreprise. J'ai peur que ce métier ne s'éteigne. En Turquie, cet art est peu encouragé. En principe, je ne devrais plus du tout travailler à mon âge, mais plutôt former des jeunes gens. Et pour ça, on aurait besoin d'écoles spécialisées. S'il y en avait, je formerais volontiers la nouvelle génération. Sa journée de travail terminée, İsmet aime retrouver ses amis dans un café pour les affronter dans des interminables parties de tavla, la version turque du backgammon. Dans tout le pays, dans le moindre village, les hommes jouent en sirotant leur thé ou leur moka. Une détente particulièrement appréciée quand les soirées ne proposent pas d'autres perspectives plus attrayantes. Car s'il est un spectacle que les Turcs ne rateraient pour rien au monde, c'est celui des lutteurs à main nue. Leur tradition se perpétue aujourd'hui essentiellement dans le sud du pays. Hassan est l'un de ces sportifs tout droit sortis de l'Antiquité. À El Mali, les journées de compétition débutent au son des flûtes et des tambours. La lutte se pratique en plein air, dans un champ recouvert d'herbe. Avant les combats, les lutteurs sont enduits généreusement d'huile d'olive. Hassan est l'une des stars de cette discipline. Un pelivan, un vieux mot persan qui célèbre le courage et la bravoure d'un homme au corps solide et à la parole honnête. Adresse et équilibre sont les qualités indispensables pour remporter un combat. L'huile est là pour pimenter le tout. Les compétiteurs torse nu sont moulés dans un short long traditionnel, taillé dans un cuir épais. Ils se lancent avant les combats dans une danse, le Peşref, qui est d'abord une ode à la fraternité. C'est d'abord au tour des plus jeunes de s'affronter. Les règles sont simples. L'objectif, parvenir à tourner son adversaire face vers le ciel, les épaules plaquées au sol. Pour cela, tout est permis. Le maître de cérémonie, le Kasgir, qui joue le rôle de l'arbitre, commente les prises et pousse le public à les encourager. La partie n'est pas simple, les prises difficiles. Mais une fois l'adversaire en main, tout va très vite. Le perdant doit quitter le ring. Le gagnant n'a alors que quelques minutes de repos
avant de commencer le combat suivant. La journée est tout de même entrecoupée de pauses qui permettent à tous de se remettre de la fatigue ou de leurs émotions. Le public, lui aussi, peut reprendre des forces. Enfin, c'est au tour des pros de jouer et d'Hassan. Les adversaires sont tirés au sort. Pour se maîtriser, les deux adversaires auront au maximum 45 minutes. En cas d'égalité, une prolongation de 10 minutes leur permettra de se départager au point. Au premier round, Hassan se débarrasse de son adversaire sans coup férir. Dans le public, les paris vont bon train, sous le manteau bien évidemment. Les combats reprennent et cette fois il doit user de sa technique favorite, la patience. Hassan ne met jamais la force en avant. Il préfère laisser ses adversaires dans le flou, attendre simplement que l'autre fasse une erreur. Et là, il place son attaque décisive. Le public suit attentivement les combats et encourage ses héros. Tous admirent la force des lutteurs, leurs corps sculpturaux, leur comportement droit et généreux. Ces tournois célèbrent des sentiments héroïques, chers à l'âme turque. Cette fois, l'adversaire est coriace. Mais le temps permet une nouvelle fois à Hassan de triompher. Avec cette victoire, la compétition s'achève. Hassan a défendu son titre de champion avec les honneurs. Il gagne encore une fois et repartira avec une récompense de 500 €, de quoi peut-être partir se reposer quelques jours sur la côte. Il choisira alors sans doute Bodrum, la station balnéaire la plus fréquentée de toute la Turquie. Un lieu dont la célébrité remonte à plusieurs siècles. S'il n'y avait encore aucun hôtel ici en 1960, l'histoire de la ville remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle vit naître Hérodote et était déjà considérée par Homère comme le pays de l'éternelle couleur bleue. Les temps ont bien changé et aujourd'hui les estivants se pressent sur ses rivages. Bodrum incarne pour les jeunes Turcs tous les loisirs, la liberté et la modernité auxquels ils aspirent. Hayes et ses amis appartiennent à cette nouvelle génération. Ils se sont affranchis de la morale sévère de l'islam et veulent partager le mode de vie de tous les Européens. Bodrum est pour eux cet espace de liberté et de tolérance. Ici, en tant que femme, on te laisse vraiment tranquille. Se balader seule en ville ne pose aucun problème. Grâce aux nombreux touristes, beaucoup de choses sont devenues tout à fait normales. Elle peut profiter en toute tranquillité de l'eau soi-disant la plus propre de la Méditerranée. Se détendre toute la journée, nager, profiter du soleil jusqu'à l'aurore, telles sont les principales occupations. Le soir, les plaisirs ne s'arrêtent pas là. Mieux vaut être en forme d'ailleurs. La fête continue quand elle ne fait pas que commencer pour certains. Dans les rues, bars, restaurants, commerçants, boîtes de nuit se succèdent. La foule est compacte, l'atmosphère des plus chaudes. Tu dois séparer la religion et le plaisir. La religion est dans mon cœur et le plaisir
Et bien pour ça, je viens ici. L'heure acquis, l'alcool local coule à flot. Pas question de perdre une miette de la nuit et la journée permettra bien de se reposer. La petite bande terminera la soirée dans l'une des plus grandes discothèques de la ville pour pratiquer ce qui reste l'une des activités favorites de la jeunesse turque, danser. Au programme, variété internationale et pop turque. Tous les excès sont permis, même de remettre au goût du jour la star de la danse orientale, la danse du ventre. Sur les côtes de Turquie, comme sur tout le bassin méditerranéen, cette danse traditionnelle reste d'actualité. Et Antalya est un peu la capitale des professionnels de cette discipline. Alia est à la recherche d'un nouveau costume. Elle sait qu'elle devrait trouver son bonheur dans le magasin de Sema. Alia a 26 ans. Elle est danseuse depuis maintenant 8 ans. Ses principales qualités, elle aime son corps, les mouvements, la musique et naturellement ses tenues de travail. Mais elle sait aussi qu'elle ne pourra exercer longtemps cette profession. Elle prépare déjà sa reconversion. Dans quelques années, elle souhaiterait devenir designer de mode. En plus, cela réglerait peut-être enfin les problèmes que pose aujourd'hui son travail. Mon ami est très jaloux, mais il sait pertinemment que s'il me demandait de choisir entre mon travail et lui, je ne me séparerai pas de ma profession. Jusqu'à maintenant, tout s'est tout à fait bien passé entre nous, mais ce sera de plus en plus difficile. Il réagit exactement comme mon père. Pour l'instant, elle compte bien profiter encore des contrats que lui apporte sa réputation de danseuse du ventre émérite. Cette nuit, elle va se produire dans un club qui vient d'ouvrir ses portes. Le temps d'enfiler sa nouvelle tenue, de laisser les autres artistes finir leur show et chauffer la salle pour elle. Et la voilà enfin prête à entrer en scène. Alia dévoile tout son répertoire. Il existe de nombreuses variétés de danse, des plus sensuelles aux plus pudiques, élégantes, racées, voire hiératiques. Elle maîtrise la danse des clochettes, mais aussi parfaitement la danse des voiles. On connaît mal encore aujourd'hui les origines de ces danses attestées pourtant depuis plus de 1000 ans. Phénicienne, turque, égyptienne ou même indienne, la question reste entière. Seule hypothèse valable, elle serait la survivance de pratiques liées au rite de la fertilité. Leurs mouvements sensuels reproduiraient symboliquement la conception et de l'enfantement. Comme toujours, les clients sont séduits et les pourboires à la hauteur de leur ravissement. Les délices de l'Orient tiennent toujours leurs promesses. Ceux que propose Homer sont d'un tout autre goût, mais néanmoins succulents. Homer est un cuisinier réputé. Presque chaque matin, il part avec l'un de ses amis pour ramener le poisson le plus frais possible pour ses clients. Il pêche sur la mer Noire, au nord du pays, depuis sa plus tendre enfance. Là, pas besoin de matériel sophistiqué. Une bonne connaissance de la région et un peu d'habileté suffisent. Pour moi, la mer Noire, c'est le paradis. Toute la région m'inspire. J'aime les plantations de thé sur les pentes des montagnes et la mer avec beaucoup de petits hamsis. Un petit poisson argenté qui ressemble à l'anchois.
La mer Noire, très peu salée, est très poissonneuse à faible profondeur. Une matinée suffit et les deux amis peuvent rentrer. Homer a déjà de quoi travailler. Son restaurant est à Rise, sur la côte. Bien entendu, les spécialités de la maison sont toutes à base de poissons. Même les desserts qu'il prépare pendant que les clients engloutissent leurs plats de résistance. Il débarrasse les petits poissons de leurs arêtes et les entoure d'une pellicule de pâte. Il met le tout au four et seulement après, la préparation reçoit sa touche finale qui fait de ce plat un délice sucré. Après la cuisson vient s'ajouter une gelée tout à fait spéciale, composée de différents fruits et de miel. Ce plat est ma spécialité. Il n'y en a nulle part ailleurs en Turquie. Qui veut goûter doit venir chez moi, à Rise. Son poisson sucré a rendu Homer célèbre dans tout le nord-est de la Turquie. Les clients viennent même d'Istanbul et d'Ankara pour goûter ce dessert réputé. Homer est originaire des montagnes qui bordent la mer Noire. Avec son fils Tarnel, il rend parfois visite là-haut à ses frères et sœurs, histoire de retrouver l'ambiance de sa jeunesse. À peine la famille saluée, les fourneaux ne manquent pas d'attirer le visiteur. Car pour Homer, la cuisine est loin d'être un domaine réservé aux femmes. Au menu du déjeuner, du mouchlama, une préparation traditionnelle de la région à base de maïs, de beurre et de fromage fondu. Avec le mouchlama, nous mangeons du pain de maïs. C'est une tradition car autrefois, on ne cultivait pas de froment en mer Noire. Les produits proviennent de nos propres cultures. C'est notre meilleur repas, mouchlama et pain de maïs. C'est avec ça que nous avons grandi. Ça nous a rendus grands et forts. La préparation remporte, comme à chaque fois, un franc succès. Mais le repas ne s'arrête pas là. L'autre produit incontournable dans ces montagnes, c'est le chou. Préparé à toutes les sauces, un vrai banquet. Au dessert, un peu de musique, du touloum, un instrument qui ressemble à une cornemuse. Il est originaire de la Géorgie toute proche, de l'autre côté du Caucase, un pays avec lequel cette région partage de nombreuses affinités. Le village où Homer a grandi s'appelle Akiyamak. Les 300 habitants qui y vivent profitent du climat tempéré qu'apportent les montagnes. Un climat favorable à la culture du tabac, des noisettes et de nombreux autres fruits. Cette région est totalement différente des autres du pays. Appelée Pont-Euxin par les Grecs anciens, elle garde encore une authenticité surprenante, une culture originale, mélange d'influences turques, géorgienne et arménienne. Au creux de ces montagnes se cachent encore des trésors méconnus, comme la culture du thé, le seul qui pousse en Europe. La famille Tezcan habite à proximité de Çayeli. Pour elle, comme pour tous les habitants de la région, le thé est au moins aussi important que le raki, l'autre boisson nationale. Les Tezcan ont leur propre petite plantation, dont est particulièrement fier Ilmi, le chef de la famille. Le thé signifie la vie pour nous. Nous ne faisons pas que le boire, nous en vivons aussi tous ici. 3 fois par an, nous pouvons le récolter. Le thé de la mer Noire est bu dans toute la Turquie. La récolte du thé est uniquement une affaire de femmes. Eiz et sa mère Muhib coupent seulement les feuilles sur le dessus du théier, un arbuste que les coupes maintiennent à hauteur d'homme. Le thé de mai est le meilleur. Quand la plante est verte foncée, nous pouvons récolter non seulement les feuilles, mais toute la partie supérieure de la plante. Nous effectuons la 2e récolte en septembre, puis de nouveau en octobre. De son côté,
Mustapha, le grand-père, revient de l'une de ses excursions quotidiennes en montagne. Dans ces reliefs escarpés et boisés vivent encore beaucoup d'animaux sauvages, et même des ours. Mais Mustapha ne les craint pas. Il les a rencontrés à de nombreuses reprises. Une fois, j'ai tiré sur un ours et je l'ai touché à la jambe. L'ours bascula et tomba derrière un arbre. J'ai couru vers lui avec mon fusil. Soudain, il s'est relevé et s'est mis à hurler violemment. Là, pris d'une peur panique, j'ai jeté mon fusil et j'ai grimpé sur un arbre. Il a essayé de m'attraper, mais heureusement, il n'a pas pu m'atteindre. Je suis alors resté là-haut jusqu'au lendemain et il a fini par abandonner. Aujourd'hui, la chasse à l'ours est strictement interdite ici. De toute manière, à son âge, Mustapha a bien du mal à encore atteindre avec son fusil du gibier, surtout les petites proies. Alors, pour chasser le lièvre, il a dressé un faucon, une vieille tradition dans la région de la mer Noire. J'ai apprivoisé ce faucon. Dès que je le détache, il tourne au-dessus de la vallée et attrape une proie. Il me suffit alors de courir après le faucon et de ramasser mon lapin. Puis je ramène le faucon à la maison. Aujourd'hui, comme il ne chasse pas, Mustapha donne un coup de main à sa femme pour la récolte. Une petite entorse dans ses traditions dont les habitants des montagnes sont pourtant si fiers. Des communautés isolées et particulièrement soudées qui se retrouvent à la fin de chaque récolte pour une fête dans les alpages. Tous les habitants des vallées environnantes dansent alors le horon à grand renfort de musique. Une danse dont les mouvements sont censés représenter les frétillements des poissons dans les filets. L'ambiance est à la fête, et pendant que certains étalent les produits de la récolte, d'autres s'abreuvent généreusement de raki. Les festivités dureront jusque tard dans la nuit.